Bonsoir et bienvenue dans ce Be-Live saison 1 épisode 4. Je suis Cody, je suis accompagné de beaucoup de monde. Bonsoir Seychelles. Bonsoir le live, bonsoir tout le monde. Bonsoir Light. Bonsoir à tous. Bonsoir Apo. Pardon Milo, Salut. d'habitude. T'inquiète pas, ça va venir Cody. Ça vient. Il y a les deux qui sont écrits, ça m'aide. Et bonsoir Minix. Oui. Salut, bonsoir. Ouais, allez. Sinon ça allait faire comme dans les Simpsons quand Homer il fait une connerie et qu'il se fait engueuler par Monsieur Burns. Mais c'est mon premier jour monsieur. Ah, je me disais bien aussi. C'est Homer Simpson, il travaille ici depuis 30 ans. Mais c'est mon premier jour monsieur. Moi je pensais que t'allais dire comme Marge, elle crie pour Bart, force de l'habitude. Ah oui aussi, oui. Mais enfin bon, Butter nous rejoint, il dit dans 2 minutes, Zephyr n'a pas pu être disponible pour ce soir, donc voilà. Mais ce soir, après nos coups de cœur, coups de gueule, je vais faire un petit point Radio Brony parce qu'on a changé un petit truc, mais on parlera aussi de Half-Life qui fête ses 20 ans. Putain, ça m'aide pas. Ouais. Je suis vieux. Qu'on est vieux. On parlera aussi... Attention. Ouais. Half-Life 2 Half-Life 2 pour être précis, parce que ouf, ouais. en plus. On va pas Le 1 mentionner. est encore plus chaud que Voilà. On parlera aussi de la grève qui est actuellement chez Zenimax, qui sont donc les propriétaires de Bethesda. Donc on parle des jeux Fallout et Elder Scrolls par exemple. On va vite aussi parler de The Onion qui rachète Infowars et j'ai mis une petite astérisque parce que c'est actuellement en contentieux, on va dire. Et on terminera avec Meta qui se prend une amende de 708 millions d'euros. Et ça on adore. Encore une. Ah oui, encore une. Bon, c'est pas les seuls à s'être pris des amendes ce week-end, enfin cette semaine surtout. Je pensais week-end passé, mais ce week-end. Mais c'est les seuls que j'ai pu vraiment sortir qui sont intéressants et qu'on arrive à comprendre parce que l'autre c'est Apple en Grande-Bretagne et bof, je sais pas vraiment si ça va marcher. La raison est un petit peu vague. Mais bon, juste avant de tout de suite nous lancer dans l'émission, petit point de côté Blue Wave, comment on s'organise. J'ai, pour information, retiré le lien vers Twitter ou X et j'ai désactivé le compte. Voilà. Enfin, je l'ai mis en privé. Parce qu'au départ, sur Radio Brony, on avait déjà arrêté de poster dessus, par principe. Et puis là, avec Blue Wave, je me dis, bon, on va mettre, mais on va verrouiller pour que personne ne puisse répondre et on va juste faire du post. Donc on va vraiment pas suivre ce qui se passe dessus. Avec ce qui s'est passé récemment, que ce soit les décisions de la direction, on va dire, pour pas citer qu'une seule personne, et aussi les élections américaines qui sont terminées avec la victoire de Trump et aidées grandement avec Elon Musk et sa chambre à écho, qui est Twitter, je me suis dit, bon, j'ai vraiment plus envie de participer là-dessus, donc j'ai gardé le compte. Il existe encore, il est juste en privé. Je suis un petit peu obligé parce que si on doit cliquer sur des liens Twitter, il faut qu'on puisse les ouvrir quand même. Par principe pour le média. Ouais. Mais j'annonce déjà que mon compte privé va aussi être totalement vidé et que celui de Radio Brony, je suis en train de récupérer l'archive pour totalement le supprimer. Et je vais mettre cette archive en public dans une façon plus lisible que ce qu'est Twitter actuellement. Parce que si vous n'avez pas de compte, vous pouvez pas voir l'historique de nos tweets. Tout simplement aussi. Ou c'est en désordre. Ce qui est génial, c'est que si t'as pas de compte, tu peux pas voir historique, tu peux pas voir un thread complet, tu vois que le tweet concerné. Ouais. Et si tu vas sur la page si tu vas sur la page principale d'un compte, tu vois les messages selon les likes qu'ils ont eu ou un truc du genre. Ouais, dans le désordre. J'ai pas su comment c'était d'ailleurs, moi, vu qu'à chaque fois les dates étaient pas correspondantes. Ouais, enfin voilà. Après, il y a le flux principal, effectivement, c'est algorithmique par défaut. Mais voilà, ça m'énerve et je me dis, bon, c'est bon, cette fois, on referme à nouveau le couvercle et on va garder le compte uniquement pour du visionnage. Quitte à ce qu'il soit banni, parce qu'on réserve un pseudo, je m'en fous, je créerai un utilisateur 20 000, 48 000, je m'en fous.
Tant qu'on pourra. De toute façon, on peut créer autant de comptes qu'on veut hein, pour visionner le site. Je ferai des comptes poubelles s'il le faut. Mais voilà, je ne vais plus vraiment soutenir. Bon, après tout, Ça, ça. tu gères ton propre nom de domaine, donc tu peux mettre autant de mails que tu veux. En plus, oui. Enfin, voilà. Surtout que ça n'empêche pas de taper BlueF plus quelque chose derrière, et puis ça marche aussi. Hein. Enfin voilà. Juste la petite mise à jour. Donc il y a une icône en moins dans notre site internet. C'est normal. Puis bon, je ferai le nettoyage au fur et à mesure. Site pour lequel, au passage, j'ai pas vraiment eu le temps de travailler dessus. Donc il n'y a toujours pas le calendrier et le player Twitch qui s'affiche automatiquement. Donc ça viendra. J'ai déjà commencé à bosser pour que ça ajoute une option. Enfin, ça enregistre en base de données les informations. Il ne reste plus qu'à les faire afficher. Mais voilà, c'est un work in progress. Et comme d'habitude, hein, on fait tout ça dans notre temps libre. Et j'ai pas eu beaucoup de temps libre ces derniers temps. Voilà. Et lançons-nous du coup dans les coups de cœur et les coups de gueule. Et bam, Butter, il arrive pile au bon moment. Bon ça, Butter. Et voilà, le plus beau est là. Tu viens d'arriver. Coup de cœur, coup de gueule. Tu as quelque chose ? Alors, à la fois coup de cœur et coup de gueule, McDonald's a sorti un partenariat avec Hot One, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite émission où on pose 10 questions à quelqu'un, enfin une célébrité, hein, et à chaque question, la personne doit manger une nugget trempée dans une sauce qui arrache sa mère, et chaque sauce est de plus en plus puissante. Je sais pas si vous connaissez, Ouais, et je connais. la dernière est pratiquement à, je sais pas si elle est pas en plusieurs millions de Scoville, tu vois, un truc horrible. Alors actuellement, Et- le piment le plus piquant du monde, il est à 3 et quelques millions sur l'échelle de Scoville, si je dis pas de Ah, bêtises. le piment X, Ouais. 3 millions. Ah, j'aurais pensé beaucoup plus, tu vois. Et Merci de l'info. il me semble que c'est 3 millions. Je vais revérifier, mais il me semble que c'est 3 millions. Mais de toute façon, à ce niveau-là, c'est même pas considéré comme un aliment, c'est considéré comme un poison. Et je déconne pas, c'est un truc toxique. Oui, le taux de capsaïcine est trop élevé pour que le Oui, corps humain c'est puisse le mortel. supporter. C'est comme boire de l'alcool à 99% d'alcool, tu vois, c'est mortel à ce niveau-là. Du coup, j'ai essayé et la vache arrache sa mère, j'ai failli faire un malaise. Ok, je savais même pas que Je c'était déconne en pas. France. Je pensais que tu allais me parler d'un truc qui est aux États-Unis, puis bon, cool. Mais non, c'est. Non, on va beaucoup parler des États-Unis, je pense, aujourd'hui, donc Ouais, à peine. Mais non. j'ai dit qu'on va éviter. Mais ouais, je suis sur le Ah, site et effectivement, les sauces McDonald's X Hot Ones. Ok. X, on dit plutôt cross, mais je pense que bon. Hunter Hunter. Voilà. Oui, non, mais Euh, j'ai dit cross. Donc Je veux dire, les sauces McDo, là, les nouvelles sauces McDo, elles déboîtent. elle déboîte. Et Ok, bah je vais aller faire un tour au McDo alors. je vais pas dire que je suis particulièrement résistant non plus, mais tu vois, la sriracha, je m'en fais des tartines de gélatine je m'en fais des tartines tranquilles, je le bois tranquille, la sriracha. La sriracha, Mais c'est pour les chochottes. Moi, voilà, il y a c'est pour une les période où débutants. je tournais à l'habanero. Bah, moi, je tourne aux trucs coréens en ce moment, donc on a l'habitude des trucs pimentés dans ces cas-là. Donc vraiment, tu nous diras, voire tu feras une dégustation en direct la semaine prochaine, hein, pourquoi pas. Oui, J'aime bien sûr. beaucoup les noms. Le premier s'appelle El Piñata. Donc L écrit H-E-2-L-E. Enfin H-E-2-L, pardon. Le deuxième s'appelle Taille-toi, pour dire tais-toi. Et le troisième, c'est Embrase-moi. Ouais. Alors, taille-toi, il y a une autre signification. Quand tu dis à quelqu'un taille-toi, ça veut dire dégage. Pas mal. Fuis. Foge. Tu vois, foge d'Aki, bah taille-toi, c'est la même chose. Ok, ouais. Oui, taille-toi. Enfin, ouais, casse-toi. Mais là, c'est écrit taille, T-H-A et I avec le tréma dessus, quoi. Et par contre, sans Oui, déconner, Ouais. Miloyou, juste fais-moi plaisir, si tu testes, au cas où, par sécurité, vraiment, prépare du lait et du miel. Au cas où. Ils en vendent au McDo ? Il est marrant. Non, mais en l'emportant. Il est con, Dénir, serre-lui à boire. Non, mais voilà, parce que moi, à un moment donné, j'ai dû prendre du miel parce que j'étais en train vraiment de faire un malaise. Moi, je joue en mode hardcore. De toute façon, le lait, je peux pas en boire, ça me fusille le ventre. Oh. Ah, Donc, je vais le faire en mode hardcore.
Ok, ben vas-y. En mode Dark Souls. C'est ça. Et allez, deuxième petit coup de cœur, j'ai envie de dire, la sortie tant attendue d'un remake d'un vieux jeu qui est sorti il y a 2 jours. Je parle bien évidemment de Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément beaucoup, Dragon Quest, c'est grosso modo la saga qui a inventé le JRPG. Oui, j'ai bien dit qu'il a inventé le JRPG. Ce n'est pas Final Fantasy, contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est Dragon Quest. Final Fantasy s'est inspiré de Dragon Quest. Mais Dragon Quest, ils ne l'ont pas trop commercialisé à l'étranger. Ouais. Les Final Fantasy, ils l'ont commercialisé plutôt aux États-Unis. Voilà pourquoi est-ce que en Occident, on connaît plus Final Fantasy, parce qu'ils sont arrivés d'abord. Mais Dragon Quest était là et a été créé au Japon bien plus tôt. Et Dragon Quest fait partie des jeux qui font des raz-de-marée quand ça sort, à tel point, alors je sais pas du tout si c'est une légende, vous l'avez peut-être entendu, mais il paraît que au Japon, le ministère a créé une loi qui interdit de sortir un jeu Dragon Quest en milieu de semaine, parce que quand ça arrive, les écoles et n'importe quel bureau se retrouvent vidés parce que les gens sèchent le boulot ou les cours. Enfin, les adultes prennent un jour de repos et les enfants sèchent les cours pour acheter et jouer au jeu. Alors, Entre ça et Monster Hunter, c'est voilà, c'est 2 jeux auxquels ça arrive beaucoup au Japon. alors c'est pas réel, il n'y a pas de loi, c'est un mythe urbain. Euh, mais c'est effectivement quelque chose que les développeurs, enfin les gens qui publient le jeu sont courants et ils évitent justement de sortir le jeu en milieu de semaine parce qu'ils savent très bien que personne ne va bosser. Mais il n'y a pas de loi. Mais ils sont conscients, donc ils évitent et ils le sortent en gros le vendredi soir. Du coup, voilà, je suis en train de le faire et il est donc, comme je l'ai dit, en HD 2D. Si vous voyez pas ce que c'est en gros, c'est comme Octopath Traveler ou Live a Life. C'est ce genre de rendu. Les personnages sont une sorte en 2D pixel art plat, mais tout le reste est en 3D. Un peu comme les Pixel Remaster. Alors, je pourrais pas dire parce que je n'ai pas fait les Pixel Remaster, je les ai pas trop vus, mais je crois que la technologie est encore différente. Ouais, parce que t'as D'accord. les lumières et les eaux qui sont réalistes, c'est ça? C'est aussi le cas dans Dragon Quest là? Ouais, dans C'est les Pixel pas mal Remaster, réaliste. ouais, l'eau est réaliste dans les Ok, Pixel donc Remaster. ils ont fait le même principe. Ok. Bah, je te conseille de jeter un coup d'œil ou de regarder un excellent streamer. Hein. Par exemple, je te conseille la chaîne SkyDifan qui fait d'excellents streams dessus. Jette un petit coup d'œil, tu verras. Ça donnera une idée. Malheureusement, j'étais en train d'écouter et en train de bosser en même temps, donc j'ai pas pu regarder le stream, mais Origami en parlait aussi, puis il donnait beaucoup de bonnes choses. Ils disent pas que c'était la meilleure chose. Ils disent que peut-être que jouer à l'original serait plus intéressant. Mais pour quelqu'un qui débarque un peu dans Dragon Quest, ils disent que c'est un très bon jeu d'entrée en tout cas. Bah, tu vois, je trouve que c'est une bonne chose pour les deux. Et pour la technologie HD 2D, et pour Dragon Quest, pour donner un souffle complètement nouveau. Et en même temps, pour faire bien connaître la technologie HD 2D, parce que même si Octopath Traveler était un bon jeu, ça reste une nouvelle licence, donc généralement les gens sont un peu tièdes à commencer. Et Live Life est apparemment un bon, c'est apparemment un bon remake d'un bon jeu, mais je crois pas qu'il soit très connu. Personnellement, je connaissais pas du tout ce jeu. Il a fallu que je tombe sur des Ouais. youtubeurs qui en parlent un petit peu Bah, et qui disaient qu'effectivement, c'était un c'était jeu uniquement au Japon aussi au départ, donc voilà aussi. Ouais. Alors que là, Dragon Quest 3, bah, c'est voilà, c'est une religion pratiquement au Japon. Oui. C'est un des plus grands best-sellers, tout confondu. Donc là, je l'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. Je suis en train de voir un petit peu. Bon, il y a des mécaniques vieillottes, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. C'était encore en train un petit peu de tâtonner, on va dire. Mais bon, c'est un jeu, je crois, qui était sorti sur la NES. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti sur la Super NES. Je préfère pas dire de bêtises. Je vais vite checker, mais il me semble que c'était sorti sur Je vais Je vais PlayStation. regarder, voyons voir. Ça a l'air d'être la Super NES. D'accord.
que je retrouve. Ah non, date de sortie initiale, le 10 février 88. Non, ça peut pas être la Super NES en Oh 88. la vache. Elle est sortie sur la 88. NES, la Super Famicom, en- la Game Boy Color et après en remaster. un peu D'accord, partout. donc il y a eu une sorte de mini reboot, enfin de mini remaster Remake. en 96 sur Super Famicom, qui est l'équivalent pour nous de la Super NES. Ouais. Puis sur Game Boy Color. Elle est jamais sortie D'accord, en bah, Europe, tu vois- mais elle est sortie aux États-Unis quand même en 92. Ah, bah tu vois, ça, je ne savais pas qu'il était Ouais. sorti aux États-Unis. Uniquement sur la NES et Super Famicom, donc et la Super NES jamais aux États-Unis. Elle est ressortie à nouveau sur Game Boy en 2001, alors qu'au Japon elle était sortie en 2000. Et après, bah voilà, on a eu les remasters sur mobile en 2014, qui était la première fois qu'arrivait du coup en Europe. Et la version Nintendo Switch en 2019. Ouais, j'avais vu que qu'il y avait eu des versions Game Boy, alors peut-être Color, des 2-3 Oui. premiers Dragon Quest. Ouais, Game Boy Color. Ça m'avait surpris, bon, c'est pas arrivé en France malheureusement. Ouais. Ah, je vois pourquoi c'est jamais sorti sur la Super NES. C'est parce que Enix America a fermé en 95. Donc quand il est sorti en 96 au Japon, bah, il a jamais eu l'occasion d'arriver sur le territoire américain. Ah bah tu vois, j'en apprends des choses. Ouais. Du coup, voilà, je teste. Ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre au Dragon Quest. J'avais pas pu prendre le temps de m'y mettre. Je pensais que j'allais commencer par le 8, donc celui qui est sorti sur PS2, qui est le premier sorti en France, il me semble, qui a eu un très très grand succès. Et je sais que beaucoup en ont parlé en bien. Il est sorti sur 3DS après, une version un petit peu améliorée. Et voilà, il a eu un très grand succès en France du coup quand il est sorti. Et faut dire que avec un jeu, tu dis que ça a le design fait par Shigeru. Merde, putain, j'ai dit Akira Miyamoto. Non. Toriyama. Merci. Putain, j'ai confondu les deux noms. C'était les designs d'Akira Toriyama, donc ça met la max. Et oui, bah si le jeu est aussi connu, c'est pour de bonnes raisons. Donc voilà, je suis très content que ce jeu soit enfin sorti. Et j'ai pu le commencer il n'y a pas longtemps. Neat. Ah, Et je du coup, pensais je que pense que ce c'était- sera tout pour moi. je pensais PlayStation, mais c'était à partir du 4. Ok. PlayStation, je savais pas qu'il y avait des Dragon Quest sur PlayStation, tu vois, Ouais. je connais pas les sorties précises. Ouais, je me suis dit, ouais, il me semblait que c'était sorti sur PlayStation à partir d'un moment. Et effectivement, c'est à partir du 4. Voilà. D'accord. Moi, pour dire les Dragon Et oui. Quest, je l'avais fait. Oui. Oui, oui, bah oui, puisque Dragon Quest, c'est les studios Square. C'est Square Enix. Donc Non, non, non. Square Enix, Non, non. il me semble que si. C'était Enix et après Non, Square c'est Enix. Enix. Ouais. Enix. Oui, mais Enix a fusionné avec Square au bout d'un moment. Oui, voilà. Ouais, mais après l'époque de la PlayStation, je crois. Et non, non, parce que Square durant Enix l'époque. existait déjà à l'époque de la PlayStation, puisque Final Fantasy VII, c'est Square Enix. Sachant que Square s'est séparé de Nintendo après Final Fantasy VI. Ouais. Et Donc, non, même Enix a publié eux-mêmes au Japon sur PlayStation. D'accord. Ouais, en 2001. Et Square Enix est arrivé uniquement pour 2007. Donc ouais. En tout cas, je parle du 4. Voilà. Là, je regarde en même temps. Je regarde par curiosité j'essaie de trouver la date de sortie précise de Dragon Quest 4 sur jeuxvideo.com. Attends, 11 septembre 2008, non, ils se foutent de la gueule du monde. Lequel tu dis, le 4 ou Le 6? 4. Le 4 est Le 4. sorti le 11 février 90 sur Famicom et NES, mais pas en Europe, du coup, uniquement au Japon et en Amérique du Nord. La première sortie en Europe, c'était sur Nintendo DS en 2008. Ouais, ben, je l'avais là-dessus. D'accord, alors il me faut la pub pour le. La pub, il me donne la date de la version. Alors que je suis sur la version PS1, mais là où je suis, il donne pas une bonne date. Ouais. J'aurais dû chercher sur Wikipédia. C'était en fait. Vous avez la date de la fusion Square et Enix? Non. Alors, Pas comme Square ça. Enix en avril 2003. D'accord.
Parce que j'étais curieux de savoir à partir de quel Dragon Quest et quel FF ils avaient fusionné. Tu dis 2003? Ouais, avril 2003, ils Ouais. ont fusionné. Bah attends, c'est bizarre parce que j'ai toujours eu souvenir que sur Final Fantasy VII, t'as le logo Square Enix qui apparaît justement. Parce qu'il y avait Square, il y avait Enix, et ils ont Ah. fusionné les deux ensemble en 2003, mais c'était quelque chose qui en discutait depuis les années 2000. Hein. Donc, tu vois, ils étaient déjà bien copains 3 ans avant. Mais ouais, Mais- si tu regardes les jeux comme Super Mario RPG, c'était Square. Et Enix, c'est qui c'était encore à côté, Squaresoft. quoi. Ouais, c'était Squaresoft. Mais Enix, c'était encore quelque chose à côté. D'accord, oui. Mais, Les Dragon c'est- Quest, c'est comme les Final Fantasy et chaque nouvel épisode de. Non, dans le sens, attends. Dans le sens où chaque nouvel épisode, c'est des nouveaux personnages? C'est une nouvelle histoire? Exactement. D'accord. Chaque épisode est différent, je crois, sauf peut-être le 1 et le 2, il me semble. Il me semble Et que les 1 et le 2 suivent, oui. Voilà, les 1 et le 2 sont les mêmes, et le 3, tu joues l'ancêtre du personnage du 1 et du 2. C'est pour ça que là, avec les remasters, ils ont d'abord commencé le 3, et après, ils sortiront le 1 ou le 2, parce qu'il est sort dans l'ordre chronologique de l'histoire du monde. Ouais, ok. Moi, ce qui me Je tue, vois le c'est truc. que le héros s'appelle Héros dans tous les jeux. mais il est totalement différent d'un épisode à l'autre. Ouais, c'est presque dommage que tu n'aies pas trouvé de nom pour les personnages principaux. Alors dans Final Fantasy 3, les personnages n'ont pas de nom non plus. Ah, pas du tout. Donc, même pas par défaut. Genre, si Non, t'appuies sur même Start. pas par ok. défaut, mais j'y reviendrai. Ok, ouais. Donc t'as dit dans les 3 premiers ou que dans le 3? Que dans le 3. Dans le 1 Ah, et le 2, ils ont des noms, mais dans le 3, non. c'est chelou. Mais enfin, voilà. Du coup, voilà pour moi. Eh bien, merci, Butter. Seychelles. Ok, donc moi de mon côté, donc j'ai un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. On va commencer par le coup de cœur parce que bon, voilà. On va dire Apple. Bon, je les porte pas dans mon cœur spécialement, hein. Mais c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont implémenté une petite fonctionnalité qui, s'ils s'aperçoivent que ton iPhone, ça fait longtemps que personne ne l'a utilisé, que étrangement, il n'y a pas grand chose qui se passe autour de lui, enfin, genre, il semble bien seul au monde, il redémarre tout seul. Alors, l'explication qu'il y a derrière, et surtout, c'est surtout les personnes qui ont découvert cela, les personnes qui ont découvert cela étaient un peu désappointées, on pourrait dire, parce que c'est tout simplement une protection qui a été implémentée par Apple. Si jamais ils s'aperçoivent que l'appareil, ça fait longtemps que personne ne l'a utilisé, il va automatiquement redémarrer. Comme ça permet d'activer un mode de protection des données largement supérieur au simple verrouillage, qui, entre autres, a gêné plusieurs services de police pour récupérer les données des iPhones qui étaient saisis. Je sais pas si c'est assez clair la manière dont je le dis. Ouais, donc en gros, quand le téléphone est éteint, enfin, quand tu dois déverrouiller le téléphone la première fois, toutes les données sont encore bien chiffrées. Tandis que s'il était déjà allumé, tu as une partie qui est déjà prête et déchiffrée, qui serait potentiellement vulnérable à des extractions si on utilise des outils. Hein. On sait très bien qu'ils aiment bien utiliser les groupes du NRO, c'est ça? Ceux qui font Pegasus, là, pour tenter d'extraire les données. Et si l'iPhone a redémarré, tout est rechiffré. Et du coup, ils seraient beaucoup moins accédés. Donc ouais, c'est cool, c'est intéressant. Et Voilà, c'est marrant que ce soit du coup effectivement les forces de l'ordre américaines qui se plaignent que merde, c'est bien trop sécurisé maintenant. Ah bah oui. Non, mais c'est surtout les forces de l'ordre aux États-Unis. C'est en mode, allez, bon, on prend tout ça, puis tiens, c'est étrange, pourquoi est-ce qu'ils ont redémarré tous ces téléphones? Parce que ça a commencé comme ça, hein, quand même. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous redémarré? Ah bah ouais. Voilà. J'aime bien, c'est qui Et ensuite, le petit coup de gueule, Ouais. c'est Guy de Grisbouille qui a posté un petit message, comme quoi c'était compliqué de négocier avec les ordinateurs. Alors il cite plusieurs exemples, entre autres le cas du je refuse l'adresse que tu mets dans le formulaire,
ou avec les nouvelles voitures connectées qui communiquent en Morse. Je sais pas si vous avez une voiture récente chez vous. Ouais, Non. mais elle communique pas en morse, la mienne. Parce que je sache. Non, ça bip. Alors ça bip parce qu'il y a une nouvelle limitation de vitesse, ça bip parce que tu regardes pas si bien la route, ça bip parce que machin, ça bip parce que truc. Mais du coup, la ouais. bagnole, elle cause en morse, quoi. Ouais, je vois. Elle se met à hurler freiner si tu freines pas. Voilà. Ouais, nous on a Et- activé ça. On a laissé parce ça nous a sauvés, on va dire déjà. Voilà. Mais de ce que justement de l'article de Grisbouille, là, de Guy, c'est justement sa voiture à un moment sans raison particulière a dit freiner. Je veux bien, mais je suis sur une route ouverte et compagnie. Comment il y a rien, il y a aucun danger. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et si tu réagis pas assez vite, c'est la voiture qui freine toute seule. Donc c'est que si t'as un 40 tonnes au cul, je t'assure, ça rassure ce genre de truc là. Entre autres aussi tout ce qui est infotainment, comme on appelle ça, qui sert pour vous afficher le GPS et compagnie. Sur sa voiture, si jamais il a le malheur d'ouvrir une des deux portes avant, ça allume tout ce qui est infotainment et ça laisse allumer même après avoir reverrouillé pendant 10 minutes. Waouh. Qui est génial, parce qu'au bout d'un certain temps, forcément, ça bouffe la batterie, ces trucs-là. Mais en plus, c'est pas comme la petite ampoule du plafonnier où tu peux dire, non, je veux pas que tu t'allumes. Là, non, ça s'allume tout seul, c'est intelligent. Quelle horreur. La nôtre, elle se plaint quand elle est allumée pendant 2 minutes alors qu'il n'y a pas le moteur. Et elle démarre pas tant que tu démarres pas la voiture. Donc en gros, si le conducteur part et que tu as tout le reste de la famille dans la voiture, tu dois allumer le moteur pour avoir la radio encore. Enfin, allumer le moteur, c'est juste mettre le courant, quoi. Mais... Ouais. Mais enfin, voilà, c'est vraiment... S'ils pouvaient arrêter de faire des voitures intelligentes parfois, ça serait bien quand même. Je pense que c'est pas un problème de voiture intelligente, c'est de constructeur con. c'est plus la même chose. Parce que... L'un va avec l'autre, hein, bon... Ouais. Mais voilà, quoi. Voilà, c'était petit coup de gueule, parce que bon... Le jour où je vais devoir changer de voiture, ça va un peu me faire chier ce genre de truc-là, sachant qu'évidemment, selon la loi française, quand tu remets le contact, ça doit tout être réactivé par défaut. Quoi? Alors, c'est le genre de truc, si t'as envie que ça soit désactivé, faut que tu ailles dans 5 sous-menus ou un truc comme ça, quoi. Enfin, Ah, tu dirais les trucs si encore t'as la possibilité de pouvoir de le désactiver. Tu dirais les alarmes, enfin les avertissements? Ouais. Ouais, ok. Ok, ouais. Non, chez nous, elles étaient activées par défaut, puis on a même activé un peu plus. Juste parce que on est prudent. Mais nous, on n'a pas eu de défaut avec ça, donc on est plutôt content. Le jour où ça commencera, effectivement, on va tourner ça, on va désactiver. Mais ok, c'est un peu dommage. Mais ouais, maintenant, ça devient dur de ne plus avoir ça dans les véhicules, quoi, parce que ça devient obligatoire. C'est obligatoire, donc Ouf, c'est pas dur de ne pas avoir ça. Tu prends un véhicule neuf, c'est présent. Je veux dire, Bon. le système d'alarme, effectivement, mais par contre, l'infotainment hyper connecté et tout, c'est de plus en plus compliqué à avoir un truc plus basique, quoi. Avant c'était une option, maintenant c'est la base. Voilà. Et en plus, ça rame et c'est lent. Tu veux une voiture? Ouais. Alors, je te propose avec Apple machin, je te propose avec truc. Moi, je veux juste une voiture, hein, monsieur. Un truc qui a 4 roues, un volant, un moteur, et puis je suis content, hein. Voilà. Donc voilà pourquoi je fais ça en petit coup de gueule. Ouais, surtout que quand je vois l'état de ta voiture, je me dis ça va pas tenir à encore une dizaine d'années de plus, hein, je pense. Malheureusement. Attends, il date de 2004. C'est bon, il est encore jeune. Ouais, déjà une bonne vingtaine d'années. Et attends, c'est qu'elle date de l'époque d'Half-Life 2, quoi, merde. Bah ouais, quoi. Half-Life 2, ça marche encore bien. Ah ouais. Mais est-ce qu'elle va durer jusqu'à la sortie de Half-Life 3? C'est une Je suis pas sûr de pouvoir tenir jusqu'à la sortie de Half-Life 3 moi-même. Qu'est-ce qui va arriver en premier? Half-Life 3 ou la casse de la voiture de Seychelles? Je parie pour la voiture. Je parie aussi pour la voiture. Ouais, moi aussi, pour le coup, bon. Donc voilà. Voilà. Eh bien, merci Seychelles. À mon tour, ça va être un
petit coup de gueule pour les services de réparation qu'utilise Segway Ninebot. Pour expliquer, j'ai une trottinette électrique. La roue arrière a un problème. Elle s'est perforée, je pense. Et c'est un système tubeless, qui veut dire que c'est pas comme si je pouvais juste changer la chambre à air. Il faut que je change le pneu lui-même. Et puis je me suis dit, bon, évidemment, je peux toujours m'acheter mon propre pneu, mais je me suis dit, pourquoi pas contacter le service après-vente ? Il existe. Et du coup, ça fait appel à une société qui s'appelle Infinitech, sans le H à la fin. Et j'ai eu la pire expérience que je pouvais avoir avec un service après-vente. Mon premier mail était assez clair. Je demande quelles sont mes options, parce que j'ai expliqué mon problème. Je dis quelles sont les options et les coûts. La première réponse, c'est le message par défaut de « Oh, nous sommes désolés que ça vous arrive. Veuillez remplir maintenant ce RMA. » Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un RMA, c'est le formulaire pour faire un retour d'une marchandise, généralement dans une certaine période après l'achat. Certains, c'est pris en charge directement dans les 2 ou 4 semaines. Pour d'autres, ça dépend selon la garantie, genre 1 année ou 2. Mais là, tout de suite, ils me demandent de remplir ce document RMA en précisant le numéro de série, en mettant le ticket ou la facture d'achat. Je comprends ce genre de choses, et donner mon adresse. Donc, et en plus, il me demande de mieux décrire mon problème et de prendre des photos ou vidéos. Là, je me pose pas de questions, je me dis, bon, ça peut aider à faire avancer le truc, pourquoi pas. Donc, je réponds. Je donne toutes ces informations, et la seule réponse que j'ai en retour, c'est « Voici votre numéro de suivi », qui me donne une série de chiffres, numéro de commande de l'enlèvement, PRG, une série de chiffres, et que vendredi 15 novembre, entre 9h du matin et 4h45 de l'après-midi, on vient chercher la trotte. Genre comme ça. Pas d'autres explications ni rien, je sais pas si je dois utiliser le carton d'origine, je ne sais pas s'il y aura des coûts ou pas, ni rien. Du coup, je renvoie un email et je lis maintenant, les étapes à suivre ne sont pas claires. Dois-je imprimer l'étiquette, envoyer en pièce jointe ? Parce que oui, il y avait une étiquette DHL. Et est-ce que je dois emballer mon produit ? Je n'ai plus le carton d'origine, il est bien trop encombrant pour être stocké. À partir de là, j'ai posé 3 questions. C'était, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Quels sont les coûts ? Et est-ce que j'ai besoin du carton d'origine ? Jusqu'ici. J'ai jamais eu une réponse à ces 3 questions. À la place, le dernier mail que j'ai reçu était celui qui me donnait enfin un pavé avec toutes les explications qui étaient, alors il redit à nouveau le numéro de dossier, il me redit à nouveau la date de passage. Je découvre que ces gars utilisent en fait l'infrastructure de Acer. Genre le document pour récupérer le RMA a été sur le serveur acer.com et que l'adresse c'est Acer Computer Switzerland. Ok, pourquoi pas, si ils font les 2 entreprises, pourquoi pas. Et ensuite, ils me disent enfin, nous vous rappelons également l'importance de joindre au colis tous les accessoires, pourquoi pas. Et surtout, que je retrouve la ligne, assurez-vous que le produit soit bien calé dans son emballage de façon à en assurer une protection efficace. La société Segway ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages causés au produit à l'occasion de son transport lorsque ces dommages seront dus à un emballage impropre à garantir l'intégrité du dit produit. Donc, j'ai toujours pas la réponse si c'est le carton d'origine ou pas. Mais surtout, le fait qu'ils me disent que s'il y a un problème avec la livraison parce que mon carton est pas bon, ça sera de ma faute. Donc là, je suis déjà un petit peu... Voilà, pas super content de voir ça à dernier moment, surtout qu'ils me répondent au lendemain, donc il reste plus que 24 heures pour que je le fasse. Et ils mettent cette fois-ci en souligné. Waouh, ils m'ont souligné tout un paragraphe pour me dire... Nous attirons votre attention sur le fait que si la panne de votre appareil n'est pas couverte par la garantie constructeur, la prestation de réparation fera l'objet d'un devis détaillé payant. Si aucun acte de réparation sous garantie n'est effectué, vous devrez régler le coût administratif du devis, incluant les frais de transport, variables en fonction du produit. Et ouais, alors me proposer de venir chercher mon produit et de me garder en rançon après le produit pour que je le récupère, c'est pas terrible. Surtout que j'ai dû demander pour avoir cette information. Et qu'une trottinette, c'est pas un petit produit. C'est encombrant, c'est 35 kilos, sans compter si je devais inclure la brique de charge, donc on serait un petit peu plus avec tous les accessoires et tout. Donc imagine le prenne, je sais pertinemment que la garantie des roues n'est plus couverte, parce que c'était 2 mois selon le manuel. Donc en gros, de toute façon, je serais obligé de payer très cher. Donc voilà, là j'ai eu l'occasion cette fois de dire annuler tout, c'est vraiment... Mon mail suivant, c'est « Bonjour, veuillez tout annuler ».
Et après, j'explique que j'ai pas eu de réponse, que j'ai pas le carton d'origine, que c'est inadmissible. Non, merci, veuillez aussi revoir vos processus cordialement. Point. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est nous avons annulé la demande de réparation de notre produit comme vous nous avez demandé cet été. Mais voilà, j'ai perdu 4 jours sur cette connerie, alors qu'ils auraient pu juste répondre à ma question et me dire « Ah oui, ça va vous coûter ». Et personne n'aurait perdu du temps ni rien. Enfin bon, voilà. Enfin, ça me coûterait, et parce qu'il n'y a plus de garantie, je devrais payer tous les frais. Cool. Enfin voilà, ça En même m'a... temps, oui, ça va vous coûter un peu. Bon, bah ok, je comprends que ça puisse coûter un peu. Mais ça aurait été bien de le dire avant quand même. Enfin, Surtout que j'ai pas demandé qu'il soit pris en charge, j'ai juste demandé quelles sont les options, parce que je me suis dit peut-être qu'ils peuvent dire « Ah oui, on vous propose de vendre, enfin on vous vend la roue », qui est une chose que Segway France fait. Sur le site de Segway FR, on peut acheter la roue, mais pas en Suisse. Donc je devrais importer si je voulais le faire. Chose que j'ai finalement fait via un site tiers qui d'ailleurs 15 balles de livraison en plus. Donc en gros, je paye 50 francs. Génial. Mais à la limite, c'est pas très grave pour moi. Je me suis dit, j'ai un budget de 100 balles pour remplacer une roue, ça me va très bien. Ça me dérange pas totalement. À la limite, c'est surtout, t'as fait combien de kilomètres avec, quoi, déjà? Ah oui, attends, je vous sors ça. C'est parce que j'ai utilisé la trotte pendant 300 jours. Enfin, je l'ai eu pendant 300 jours. J'ai pas roulé 300 jours avec. Mais au départ, je me dis, ah oui, j'ai roulé quelques fois. En me disant que j'ai pas trop dépassé la limite qui est inclue dans le manuel de à quelle fréquence il faut contrôler les roues. J'ouvre l'application parce que, évidemment, j'ai une application mobile parce que j'aime beaucoup avoir les stats. Donc, ça me plaît beaucoup. Total, je sais pas si je peux récupérer. Je crois pas. Il faut que je me connecte à la trotte parce que c'est enregistré sur sa mémoire. Mais je crois que j'étais quelque chose à 2000 ou 4000, 4000 km. Sachant que je fais 3 km aller-retour, 2 fois par jour. Oui, bah 4000 km, Voilà. 50 balles de frais de roue, bon. Tu vois. Donc, puis bon, ce sera à moi de remplacer la roue, qu'est-ce que tu veux. Ça sera pas très grave. Mon père, il a dit qu'à la limite, vu qu'il doit changer aussi les roues de sa voiture, il a dit ouais, je le prendrai avec moi au garage, puis le garagiste le fera. Pourquoi pas? Si le garagiste a peut-être plus de force dans les bras, donc ça marchera mieux. Parce que pour avoir changé la roue de ma précédente trotte, c'est dur hein, quand même à changer ces conneries. Plus dur qu'une roue de vélo. Donc voilà, ouais, pourquoi pas. Pour moi, ça me va 50 balles. Et bon, si on doit payer 50 balles de plus pour le garagiste, hein, ça me va très bien aussi. C'est dans mon budget. C'est mieux que d'acheter une nouvelle trotte à 600 balles. Et d'avoir celle-là que je sais pas quoi faire, quoi. Parce que si je dois l'amener aussi à la décharge, je pense que ça va me coûter. Et donc, ouais, j'ai pas envie de payer 800 balles d'un coup. Voilà. Donc, c'était un peu mon coup de gueule. J'en ai un autre qui concerne aussi les transports, enfin les vélos publics. Parce que on a un système où on peut louer des vélos d'un point A à point B, puis ça coûte 5 balles si on veut la version électrique. Pour 30 minutes, pourquoi pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai utilisé le service. Donc, j'ai pris l'abonnement gratuit qui charge un crédit de 5 balles. J'ai roulé une fois, j'ai eu tous les emails et tout. Je me suis dit, bon, je vais déjà me préparer pour la prochaine fois. J'ai donc enregistré mon SwissPass, qui est donc une carte utilisée dans les transports en commun. Et en fait, bah, tu peux juste le taper sur la trotte, ou sur le vélo, pardon, et ça débloque tout de suite. Donc, pas besoin d'utiliser d'application de site internet. Donc, c'est cool. Je fais tout ça. Le lendemain, j'ai loupé le bus. Ah, bah mince, bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre le vélo. Plus rien. Ça fait comme si je n'avais pas du tout utilisé l'application la veille. J'ai plus mes 10 balles que j'ai dépensées et ma carte n'est plus liée. J'ai essayé de contacter le support, personne n'a répondu dans les 20 minutes. Et j'ai jamais pu continuer la conversation. Donc bon. Pas terrible non plus le service public. Enfin, c'est pas un service public, c'est une entreprise privée, mais le service à disposition des vélos publics. Sachant que Ouais, c'est un peu rêche là quand même. voilà. A priori, le support a du mal et à moins de les appeler, t'as pas vraiment beaucoup de chance. Sauf que moi, j'aime pas appeler les gens. Voilà. J'aime pas le téléphone. J'aime pas avoir du contact social. Non, ça va. Mais bon, si c'était visio ou je ne sais quoi, ça me va. J'aime bien par écrit, tu vois, c'est instantané et tout. Puis ça dérange moins que d'être gardé au téléphone. Et je sais même pas si c'est surtaxé, d'ailleurs. J'ai même pas fait attention. Je crois pas, ça a l'air d'être un numéro normal. Mais c'est pas non plus un numéro gratuit, quoi. Enfin, voilà.
Ça, c'était pas terrible les transports cette semaine, quoi. Voilà, c'était tout pour moi. Light, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, rien du tout, désolé, je passe mon tour. Ah. Malheureusement, des fois. Pas de souci. Milo. Eh bien, on partira sur un coup de cœur. Et tout à l'heure, on parlait de Dragon Quest et je mentionnais Final Fantasy 3. Eh bien, justement, c'est pour moi l'occasion de parler de Final Fantasy 3. Je l'ai terminé la semaine dernière. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, il y a bientôt 10 mois, j'avais dit que je venais de terminer Final Fantasy 4 et que je me mettais à mon Final Fantasy suivant, le 3. Pourquoi ça a duré aussi longtemps? Principalement la flemme et une manette qui déconne et qui m'empêchait globalement de jouer jusqu'à ce que je me motive à jouer au clavier. Voilà. Alors, Final Fantasy 3, le dernier en pixel remaster, pour préciser, c'est le dernier Final Fantasy sorti de la génération NES. Et premier truc surprenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, les 4 personnages n'ont pas de nom. Les 4 personnages ont les mêmes sprites, donc les mêmes designs de personnages en fait, outre la couleur qui change. Là, une armure bleue, l'autre rouge, l'autre vert et l'autre un peu rouge-orangé. Et en fait, c'est toi qui les nommes dès le début du jeu. Le premier truc lorsque tu lances une nouvelle partie, c'est il te propose de nommer les 4 personnages. Donc, libre à nous de faire des personnages féminins ou masculins. Mais aucun personnage n'a de réel caractère. Identité, voilà, merci. Ils n'ont pas vraiment de caractère ou d'identité propre. Souvent, ils parlent à l'unisson, donc on ne sait pas quel personnage parle. J'avoue que moi qui aime bien qui ai tendance à m'attacher aux personnages des Final Fantasy, justement, je prendrais exemple de Kayan dans Final Fantasy VI ou Palom et Porom dans Final Fantasy IV, entre autres, hein, parmi tant d'autres. Là, avoir 4 personnages qui sont strictement les mêmes et qui n'ont pas d'identité propre et qui parlent quasiment tout le temps à l'unisson, j'avoue que je trouve ça pas terrible. Alors, attention, hein, j'ai beaucoup apprécié le jeu, mais c'est pas parce que j'ai apprécié le jeu que je vais pas dire des choses négatives à son sujet. En soi, c'est un Final Fantasy. Le point positif, je crois, de pratiquement tous les Final Fantasy, au moins jusqu'au 10, Nobuo Uematsu, le compositeur des musiques, donc celui qui gère toutes les musiques. Les musiques de Final Fantasy 3 sont excellentes, comme tous les Final Fantasy. Donc, où Nobuo Uematsu a travaillé, je me comprends. Au niveau du gameplay, on trouve donc un gameplay assez similaire à ce que j'avais pu trouver dans Final Fantasy V. Donc j'imagine que Final Fantasy V s'est inspiré du gameplay du 3. C'est-à-dire qu'on a 4 personnages dès le début du jeu. Et au fur et à mesure du jeu, on va débloquer ce qu'ils appellent les jobs. C'est-à-dire qu'au début, on aura le classique guerrier, voleur, mage blanc, mage noir, moine. Et petit à petit, au cours du jeu, on débloquera d'autres catégories. Le mage rouge qui est capable d'utiliser un peu des magies blanches et des magies noires. Les invocateurs qui sont donc capables d'utiliser les invocations. Et les chevaliers dragons qui ont la capacité saut. Et ça, alors, moi, ça m'avait... On trouve déjà la limite. Ça a la même problématique que dans le 5. C'est que dans le 5, c'est ce que je disais, on a les 4 personnages dès le début. On découvre pas des nouveaux personnages au fur et à mesure. On a les 4 et si on n'apprécie pas les 4 personnages, tant pis. Et les jobs aussi, c'est un gameplay assez limité
parce qu'en général, c'est bien beau d'avoir le barde, le mage rouge, le chevalier dragon, tout ça. Mais au final, il y a des classes qu'on n'utilisera quasiment jamais. Le ranger, le barde, c'est tellement situationnel, voire pas forcément intéressant que pratiquement tout le long du jeu, mon équipe, elle s'est cantonnée à guerrier, mage noir, mage blanc et à la rigueur, mon quatrième personnage, je le faisais alterner au début un peu moine, puis après, je l'ai plus orienté voleur. Mais sinon, à part à la toute fin, où mon mage noir et mon mage blanc sont tous les deux devenus sages, puisque sage, c'est l'évolution ultime des jobs de magie, donc j'allais pas m'enquiquiner. Et mon voleur, je l'ai passé ninja. Bah, au final, à part à la toute fin du jeu, les jobs, honnêtement, je suis pas vraiment dingue de ce concept. Parce qu'au final, on a plein de. C'est comme si tu avais plein de cartes, mais que jouer la plupart de ces cartes te bloquerait complètement. Comme je dis, le barde, ben, il sert pas à grand chose. Il attaque pas très fort, ses capacités sont pas sans sas. Pareil, l'érudit, d'ailleurs, ils l'ont pas remis dans le 5, hein, l'érudit, puisque sa seule capacité, c'est d'analyser les ennemis. Donc, de connaître les points faibles des ennemis. Chose que peut faire le mage blanc avec un sort de niveau 4, et globalement, le seul sort de niveau 4 intéressant du mage blanc. Donc, si on doit utiliser des magies de niveau 4, on utilisera Acuité. Donc, voilà. Sinon, bah, le jeu est très accrochant, hein, comme on a 2 maps. Donc on débute sur le continent flottant, puis après on découvre tout le reste de la map, ce qui est une map assez conséquente, hein, quand même. Surtout quand on sait qu'on a de l'exploration sous-marine avec. Mais le truc qui m'a marqué, parce que globalement, comme je dis, les jobs, ça me dérange, ça m'enquiquine un peu, mais je peux passer outre, ça ne va pas me bloquer dans le gameplay. Ce qui m'a vraiment enquiquiné, c'est le boss de fin. On bat Xandé, donc celui qui est présenté comme le méchant, mais Final Fantasy oblige, on apprend que le méchant était pas enfin, on apprend que le méchant, c'était pas le gros méchant, mais qu'il y avait un méchant encore plus méchant derrière. Classique des Final Fantasy. Et une fois qu'on a battu Xandé, on va dans ce qu'ils appellent le monde des ténèbres. Là, c'est un point de non-retour, c'est-à-dire qu'une fois que tu vas dans le monde des ténèbres, tu peux plus retourner à ton vaisseau ou quoi que ce soit. Et tu as le choix, soit tu fonces directement au boss, soit tu fais 4 salles avec 4 boss plutôt chiants. Et chaque fois que tu battras un des boss, tu libéreras un des chevaliers des ténèbres, ce qui réduira la difficulté du jeu. À savoir que là où la vision est intéressante dans Final Fantasy III, c'est que les ténèbres ne sont pas forcément vues comme quelque chose de négatif, mais juste comme quelque chose qui crée un équilibre avec la lumière. Et c'est cet équilibre qui est important et qui ne doit pas être bouleversé, puisque vu que cet équilibre est bouleversé, c'est ce qui pose les soucis dans le scénario. Et du coup, on arrive au boss de fin. Et c'est quoi ce boss de fin à chier? J'adore généralement les boss de fin dans les Final Fantasy, puisque c'est souvent des combats où tu dois globalement serrer les fesses et réfléchir à la stratégie à employer. Kefka dans Final Fantasy VI, à un moment du combat, fait tomber tous tes personnages à 1 point de vie. Donc, faut anticiper ce genre de choses. Et Kefka, il a une panoplie de sorts et de magie qui sont énormes. Zeromus, dans Final Fantasy IV, si tu t'amuses à trop lui balancer de sorts, il commence à te renvoyer les sorts à la tronche. Bah là, non, c'est juste un boss qui, tous les tours, utilise la même capacité, ce qui a enlevé à peu près la moitié des points de vie de mon équipe. Et donc, ce qui forçait mon mage blanc à toujours spammer son soin. Si j'avais la chance
le boss n'agisse pas en premier lors du tour, puisque dans Final Fantasy 3, il n'y a pas de jauge ATB, donc la petite jauge qui se remplit pour lancer. J'ai pas tout à ce niveau-là, à ce niveau-là. Je sais pas qui commence, c'est pas le personnage le plus rapide, puisque sinon ce serait mon ninja qui agirait tout le temps en premier. Donc c'est pas tout à fait clair, je pense que l'ordre à chaque nouveau tour est aléatoire. Mais pour peu que le boss agisse en premier au cours d'un tour, si la partie est finie, mon mage blanc n'a pas le temps de soigner tout le monde et la moitié de la vie de mes persos qui est restée, fini. Honnêtement, autant que Xandé, j'avais trouvé le boss plutôt cool, plutôt intéressant. Autant Nuage Sombre, il est juste chiant en fait. Ça m'a globalement gâché le plaisir de jeu en fait. J'ai adoré le jeu, le jeu m'a accroché pendant 18 heures. Pour un jeu NES, c'est quand même conséquent. Final Fantasy IV, il m'a tenu 20 heures, donc dans l'ensemble, on est quand même sur pour un jeu Super NES et le début, fin de Super NES et Final Fantasy IV, début Super NES, des jeux qui tiennent 18-20 heures, c'est quand même conséquent. Je pense qu'Audi, tu seras d'accord avec moi. Et Cody, il y a quelqu'un? Oui, on t'écoute. Oui, on t'écoute. on est là. Ceux qui ont eu une NES, ceux qui ont eu une NES, vous êtes d'accord avec moi, un jeu qui tient 18 heures, c'est déjà conséquent. Je sais pas, parce qu'à l'époque, les jeux tenaient longtemps, en fait. À moins que ce soit Mario, puis effectivement, c'est 3 heures, quoi. Mais... Parce qu'ils étaient difficiles. Ouais. Oui. Mais Final Fantasy III avait la réputation, d'ailleurs, de ce que j'ai lu sur les guides, d'être un des Final Fantasy les plus difficiles. Et je confirme qu'il y a certains passages qui te font t'arracher les cheveux. Mais ouais, ce boss de fin a complètement complètement gâché mon expérience de jeu, en fait. L'ensemble du jeu est très bon. Comme je dis, après, moi, c'est purement personnel. Le concept des jobs, je suis pas fan, mais je suppose qu'il y a des gens qui apprécient grandement le truc. Et donc, objectivement, c'est un très bon jeu. Personnellement, après, voilà. Mais ce boss de fin, il est juste nul, en fait. Je le classe quand même parmi les coups de cœur, parce que, comme je dis, j'ai apprécié le jeu, mais voilà. Si je vais laisser la main à Minux, du coup, moi j'ai terminé pour ma partie, à part si des gens veulent faire des commentaires. Ouais, mis à part que... Je serais juste curieux de savoir ce que tu diras du 1 et du 2. Je compte m'y mettre sous peu. Et une fois que j'aurai fini le 1 et le 2, je pense que je referai le 6, parce que le 6, c'est juste un banger. Ah, bien, merci Milo. Et effectivement, Minux, à ton tour. J'ai pas de coup de cœur. Par contre, j'ai un coup de gueule contre Nintendo qui dépose des brevets spécifiquement pour pouvoir attaquer en justice Palworld. Ils ont déposé un brevet après ou ils avaient pas avant? Après. Ils l'ont déposé après que Palworld soit sorti. C'est pas normal. Ouais, je sais pas si ça peut être invalidé d'ailleurs. Justement. Ouais, mais c'est quand même Nintendo, ils ont quand même un minimum de jugeote, mais bon, je comprends pas comment ça a pu passer. S'il y a une différence aux États-Unis, parce que pour qu'il y ait invention, il n'y a pas invention, c'est pas eux qui ont. Enfin, bon voilà. Ouais, voilà. C'est bizarre, effectivement. Ils peuvent mettre un patent, effectivement, mais une fois qu'ils veulent le mettre en exécution, on peut voir qu'il y a eu un problème. Et là, par contre, effectivement, il peut être invalidé, voire totalement être annulé. Parce que généralement, ça dépend des pays, évidemment. Mais quand tu déposes des patents, soit ils valident, soit ils remarquent tout de suite qu'il y a effectivement un problème, parce que c'est déjà quelque chose qui est en place. Soit ils peuvent dire, bon, effectivement, c'est Nintendo, vous sortez ça pour Pokémon, et on sait très bien qu'on lance des Pokéballs.
certes, on n'a pas beaucoup vu cette technologie utilisée ailleurs. Je pense que les gens qui faisaient le process, ils n'ont pas connu Palworld, quoi. Mais après, quand tu as s'il y a un contentieux, bah, ça arrive toujours après, et effectivement, là, ça peut toujours être annulé. Il faut juste que les avocats de Palworld le disent, et disent, bah, vous avez vu, vous avez déposé ça après la sortie et votre connaissance du jeu. Surtout si c'est sorti, s'ils ont déposé après avoir communiqué sur le fait ils étaient en train de regarder la situation. Là, c'est encore pire. Enfin bon, on va voir comment ça va se passer maintenant, ce procès. C'est quoi, c'est au Japon, je crois, non? Ouais. Qui a été déposé? Je sais pas si c'est au Japon ou aux États-Unis. Palworld, ils sont établis Pocket Pair. C'est américain, pas lourd. Palworld, c'est pas coréen, non? Pocket Pair, c'est japonais. C'est japonais? Donc c'est entre deux entreprises japonaises. C'est marrant. Ah. Si je comprends bien, Pocket Pair, parce que leur site c'est pocketpair.jp. Donc je pense que oui, ils sont établis au Japon. Voilà. Donc ils sont chacun dans leur propre pays, dans le même pays, pardon. Donc ça va être intéressant comment la justice va trancher. Parce qu'à la limite, c'était une entreprise japonaise qui attaque aux États-Unis. À la limite, tu peux jouer un peu sur ça. Si c'était une entreprise japonaise qui attaque sur le territoire japonais, une entreprise qui est à l'étranger, je sais pas à quel point on peut faire appliquer, mais là, que les deux soient dans le même pays, effectivement, ça va devenir intéressant. Surtout que je sais pas s'il y a eu un précédent dans ce sens. Bon, enfin. Et c'était tout? Minux? Oui, pardon, c'était tout. Ok, c'était tout. Eh bien, merci. Et puis, Milo qui dit qu'il a loupé un truc sur FF3. Oui, c'était juste un petit truc parce que justement, je parlais des noms des personnages quand Butter parlait de ça. Et j'ai y revenir et du coup, j'ai complètement oublié. Quand je me lance, je sais plus gaffe à rien. Dans les remakes sur PSP, il me semble, sur DS ou 3DS, les personnages sont nommés. Les personnages ont un design plus étoffé, et les personnages sont nommés, ils ont une identité. C'est spécifique à la version NES, où ils ne sont pas... Et du coup, Pixel Remaster, vu qu'ils partagent le programme de la NES. Voilà. Ok, donc ils n'ont pas repris ce qu'ils avaient fait sur PSP, quoi. Non, non, c'est en plus c'est ce que Xephir avait expliqué. Ils n'ont pas repris ce qu'ils ont fait des remasters d'Advance ou de PSP, puisqu'ils ont perdu les codes. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est ça l'histoire. Voilà. Bon, c'est pas parce qu'ils ont perdu le code qu'ils peuvent pas réimplémenter la chose. Enfin, bon. quand tu vois qu'on peut les trouver sur émulateur, ils auraient pu faire un effort, quoi. Ouais. Ah bon. Eh bien, merci à tous. Et puis, passons du coup à la suite avec nos sujets. Et tout d'abord, eh bien, un petit coup de vieux. C'est Half-Life qui fête ses 20 ans. T'en veux quoi de bras mon entier? Ah non, mais c'est pas vieux, ça! Ok, papy. Il a bugué. Donc voilà, non seulement il fête ses 20 ans, mais de manière similaire, il me semble, à ce qui s'est passé avec le premier Half-Life, ils ont fait une grosse mise à jour. Et par grosse, je veux dire qu'ils ont carrément mis à jour leur site live.com et ils ont publié que voilà, célébrons le 20e anniversaire. D'ailleurs, le jeu est gratuit actuellement jusqu'au 18 début d'après-midi ou fin d'après-midi pour nous. Donc si vous n'avez pas Half-Life, allez-y. Grosse nouveauté surtout, c'est que on a, c'est quoi, ils ont dit une 30aine d'heures de commentaires des développeurs qui ont été ajoutés dans le jeu. Donc vous pouvez activer le mode des commentaires, puis avancer à travers le jeu, puis écouter les commentaires. Ils ont publié aussi sur YouTube un documentaire de 2 heures sur Half-Life 2, spécifiquement pour les 20 ans. Ils ont aussi intégré l'épisode 1 et l'épisode 2, qui sont donc en gros des sortes de suites, si j'ai bien compris. Je dis ça parce que j'ai toujours pas joué à Half-Life 2. Je l'ai dans ma bibliothèque, j'ai toujours pas joué.
Mais il me semble que c'est des suites. Oui, ce sont des suites, Ouais. ouais. C'est des suites. C'était pas assez gros pour faire un Half-Life 3, mais en même temps, c'était une grosse partie de l'histoire, donc qui devait faire. C'était ensuite Half-Life 2, donc voilà. Voilà. Et ce qu'ils ont fait donc maintenant, c'est que 1 et 2, donc les extensions sont maintenant intégrées dans le premier. Et non seulement ils sont accessibles dans le menu principal directement, mais surtout ils s'enchaînent automatiquement. Donc gros coup. Ah, ça, par contre, c'était pas le cas à l'époque. C'était pas le Même cas. si on avait les 3, c'était pas le cas. Il fallait les sectionner manuellement. Voilà, donc maintenant c'est de manière automatique, donc c'est comme si c'était le jeu et 2 DLC. Voilà. Enfin, voilà, ça vient d'une époque où les DLC n'étaient pas vraiment une chose. Donc voilà, il y a les commentaires de Half-Life qui ont été ajoutés, sachant que pour Lost Coast, donc un an après Half-Life 2, ils avaient ajouté déjà un mode commentaire interactif qu'ils ont aussi mis dans Portal. Et Half-Life 2 n'avait pas eu ça. Donc ils ont ajouté ils ont fait revenir des anciens développeurs et ils ont réutilisé ce qu'ils avaient comme archive pour faire les commentaires. Mais eux aussi, ils ont fait pas mal de modifications dans le jeu lui-même. Tout d'abord, la compatibilité avec le workshop. Donc on peut ajouter du contenu additionnel créé par la communauté directement dans le jeu en un clic. Ils ont aussi mis à jour le contenu lui-même, donc ils ont corrigé des bugs. 20 ans après, c'est pas mal. Bon, il y a eu quelques-uns à travers le temps aussi, mais là ils ont fait pas mal de corrections de surface manquante, des objets qui disparaissent dans l'intégralité du jeu. Ils ont corrigé le HDR qui s'active ou non en reprenant le style de Half-Life 2 d'origine comme référence. Les lignes d'horizon sont plus nettes et plus lisses grâce au nouveau brouillard. Augmentation de la résolution des textures de lumière dans tout le jeu. Donc la lumière est un petit peu moins crade. Suppression de la lueur verte des yeux du modèle de J-Man dans la scène d'ouverture et restauration de l'effet réfléchissant présent dans la première version. Donc en gros, ça reprend la version qu'on a pu apercevoir, il me semble, à l'E3, c'est ça ? Qui était vraiment le moment où on a vu J-Man de si proche et avec une texture assez incroyable. Et aussi correction de sprites d'herbes manquants et des modèles noircis dans tout le jeu. Donc voilà. Petite correction un peu à gauche et à droite. Aussi, grosse mise à jour graphique. Toutes les textures ont été améliorées. Non seulement en plus des lumières. Vous avez le choix des effets à utiliser quand vous jouez au jeu de base, soit les particules de sang et de feu de la version originale, ou celles créées pour les extensions, quand ils ont été retravaillés dans les suites. Vous pouvez jouer exclusivement avec les modèles les plus détaillés grâce à un nouveau paramètre haute qualité. Et ils ont aussi fait des mises à jour pour les manettes qui reprend le même système qui a été fait déjà pour Half-Life le premier. L'assistance de visée a été repensée pour rendre plus facile à jouer à la manette. Donc voilà, si vous devez viser avec des joysticks, c'est plus facile. Et le menu principal sur Steam Deck a été mis à jour avec toutes ces nouveautés, y compris les extensions, le workshop et les nouvelles options de configuration. Qui est également disponible sur Big Picture, voilà, pour ceux qui sont sur PC. Et hors jeu, ils ont aussi publié sur YouTube la démo E3 2003, E3 2002 et le premier aperçu lors de la SIGGRAPH 2000. Voilà. Après, ils ont annoncé qu'ils vont rééditer le bouquin qu'ils ont publié en 2004 pour 2025, qui s'appelle donc Raising the Bar, la suite. Et à la fin, je suis à la moitié de la page, et tout le reste de la page, c'est juste le changelog, qui est long comme le bras. Je suis en train de scroller sur le direct. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont été corrigées, améliorées. Ça commence à se sentir, en tout cas, que le jeu avait besoin de 3 petites modifications. Ils ont publié des fonds d'écran et publié aussi la bande-son sur les plateformes de streaming. Et si vous allez tout au fond de la page, vous avez un Gravity Gun que vous pouvez cliquer et utiliser pour foutre la merde dans la page. Voilà, petit easter egg. Vous cliquez dessus et après vous pouvez prendre... C'était nécessaire. Pour l'activer, en fait, vous prenez le Gravity Gun, il y a une canette au sol, prenez-le, déposez-le dans la corbeille, et maintenant vous pouvez foutre la merde sur la page. Voilà. D'ailleurs, il y avait du son et tout, ça me perturbait, surtout que ça ne passe pas sur le direct. Mais voilà. Ah oui, puis il y a le fameux gnome aussi. Oui, il y a le gnome et tout. Donc, ils ont au moins pensé aux C'est quoi ce easter eggs. gnome? Alors, c'est un succès dans Half-Life 2 épisode 0, où il y a un gnome au début du jeu, et il faut après l'emmener jusque dans la fusée.
La fusée Ah, ok. qui est la fin de Half-Life 2, épisode 0. Ok, je crois savoir ce que c'est. Donc on va dire, c'est un peu chiant parce que parfois tu as des kilomètres à faire en roulant, et ben le gnome il tient difficilement dans la voiture. Donc, Ah il oui, tient oui, bien le ça. gnome. Euh, Je me rappelle cette histoire. oh, il y a un de ces bordels là sur la page. Je m'amuse. Surtout que ça fait les sons du Gravity Gun en boucle, là, donc c'est pas terrible. Mais ouais, Mais on les a pas nous ici. ouais. Ça, malheureusement, il n'y a pas la capture pour. Donc, mais voilà, donc joyeux anniversaire à Half-Life et déjà félicitations à Valve hein, quand même. Parce que je pense que le Half-Life premier du nom, déjà, c'est la première fois où j'ai entendu parler de Valve. Et Half-Life 2, c'est la première fois où j'ai joué à un jeu Valve. C'était sur sa sortie PS2 d'ailleurs. Tac, voilà. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter, donc je propose qu'on continue en parlant de jeux vidéo à propos d'un autre groupe qui ont eux eu un petit peu plus de peine. Il s'agit de ZeniMax. C'est la maison mère de Bethesda, entre autres. Donc ceux qui ont publié les jeux Fallout, ceux qui vous ont apporté aussi les Elder Scrolls, donc Skyrim et compagnie. Eh bien... Et Doom voilà. Doom dans ta vie, Doom dans tes chiottes. Enfin, qu'ils ont eu par après, ouais. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils sont partis en grève parce que Microsoft, qui a racheté l'entreprise des mains de Bobby, j'oublie son nom. Bobby Kotick, ouais. Bobby, c'est un autre Bobby. Ah. Mais donc voilà, ils ont racheté. Et ce que veut faire Microsoft, c'est tout simplement, de manière unilatérale, par rapport à... Comment on appelle ça en français, les unions Syndicat. Le syndicat, merci. Syndicat, ouais. Donc contre l'avis du syndicat, ils ont décidé de simplement virer plein de gens qui travaillent chez ZeniMax et d'utiliser des personnes tierces pour faire les tests QA, donc les tests de jeu où il faut faire des bugging. C'est un problème qu'il y a eu pendant super longtemps, qui a eu beaucoup de divisions aussi. Alors c'était chez Activision, on avait pareil avec Ubisoft, et puis maintenant Microsoft veut faire ça avec tout ZeniMax. Et du coup, les employés de ZeniMax, que ça soit dans 2 régions, il me semble, dans 2 de leurs bureaux, ils ont fait une grève d'une journée, en tout cas pour protester contre les choix de Microsoft. Donc voilà, ils disent il y a une centaine en tout cas d'employés qui, de 10 à 6, en Maryland et au Texas, voilà, ont décidé de prendre cette grève. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces syndicats, on le voit de plus en plus maintenant pour le jeu vidéo aux États-Unis, chose qui était extrêmement rare Ouais. et compliquée à mettre en place. Et a priori, non seulement il y a ZeniMax, mais ils font partie d'un groupe chez les CWA, qui est Communication Worker of America, qui a non seulement du coup ZeniMax, mais que je retrouve juste. C'était qui J'avais vu sur cette page qu'il y avait plein d'autres entreprises aussi à côté. Je vais dézoomer parce que j'ai du mal à lire. Tac, tac, tac. Je retrouve plus cette info. Mais voilà, il y a plusieurs entreprises en tout cas qui sont rejointes du coup la CWA. Puis c'est cool de voir qu'ils commencent enfin à reprendre en main un peu plus leurs droits. Surtout quand on a vu que l'empire Bobby Kotick était une catastrophe. Une merde, surtout, faut le dire. Hein. Ouais, faut pas dire une merde. Ah non, putain. Mais non, c'est. En tout cas, voilà, on va voir comment ça va se dérouler, même si on sait très bien qu'il y a peu de chances que Microsoft va revenir sur ça. Dommage. Mais le Quality Assurance, comme on dit, c'est un travail qui a besoin d'être fait, si possible, en interne ou très proche développeur, parce que quand il y a un bug et que tu dois le rapporter, c'est bien si le développeur peut le corriger sur l'instant puis qu'on puisse faire avancer les tests, au lieu d'avoir des gars qui sont de l'autre côté du globe, parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont outsourcer ça, mais ça se trouve de l'autre côté du pays, et puis qu'on a des rapports de temps en temps, pas de conversation directe, et bonne chance pour tester et corriger les jeux, quoi. Et après, on est étonné qu'on a un Cyberpunk 2077.
Après, enfin, clairement, moi, je sais déjà pourquoi ils sont obligés de faire ça, parce qu'ils ont fermé leur propre service au sein de Microsoft. Donc bon, ça m'étonne pas qu'ils aient en recours à ce genre de choses, Microsoft, hein, juste parce que bon, bah, ils ont plus leur service, parce qu'ils ont tout fermé, parce que ça leur coûtait soit trop cher ou parce qu'ils n'avaient pas les moyens, hein. Mhm. Et bon, c'est assez drôle de voir que du coup, ils font réappel à des boîtes extérieures pour ça, hein, mais bref. Bah, à un moment, il faut faire du Q&A. Enfin, il faut tester, quoi. Ah oui, mais pourquoi, Mais- s'il faut faire du Q&A, pourquoi ils ont fermé leur service à l'époque? Voilà. Ah, c'est que voilà, c'est ça le problème. Là, ils déplacent le problème en fait. Bah, en fait, c'est moins cher de demander des sociétés tierces qui font ça pour moins bien, mais qui le font, un minimum. Ouais, Puis c'est les gens sûr, qui ouais. sont au-dessus dans la chaîne, bah, ils pensent qu'au coût et un peu moins à la qualité. Ils se disent, à la limite, ça dure plus longtemps, mais sauf qu'ils se rendent pas compte que c'est une vraie galère pour les développeurs. Enfin voilà. Et de toute façon, ils s'en fichent parce que pour eux, les développeurs, c'est comme du bétail, quoi. Oui, ouais, c'est ce que en plus, un peu, t'as m'enlèves les mots de la bouche, c'est justement le terme que j'allais utiliser en plus. Voilà. Donc, Ça, c'est, tu vois. donc ouais, en tout cas, bon courage aux gens de Zenimax. Voilà, on avait couvert la dernière fois que c'était chez Ubisoft. Il y a eu encore d'autres entre-temps. Donc c'est bien que ça part en grève, que ça commence à se faire parler, et surtout que ça arrive dans les médias. Parce que pendant Je pense qu'il longtemps, faut passer une grosse crise, hein. c'était un petit peu caché. Puis maintenant, tu vois, bah, Le Monde qui le met dans son journal carrément, c'est pas rien, quoi. Il va falloir de toute façon une grosse grève, hein. Quand on voit dans l'état actuel du jeu vidéo, on en a souvent parlé ici. Il va falloir une grosse grève ou on va dire un gros éclatement pour qu'on remette tout à plat, hein. Parce que là, il faut même plus grand chose pour que ça explose, hein. Ouais, enfin bon, les personnes tout en haut, de toute façon, pour eux, c'est le jeu, s'il sort pas très bien, c'est pas grave, on écrira juste un tweet. C'est Voilà, ça, ouais. voilà, quoi, ils s'en foutent un peu. Les personnes qui vont acheter vont l'acheter et après, bon, ils vont se plaindre, tant pis pour eux, quoi. Promis, on vous corrige ça, donnez-nous du temps. Mais c'est du temps que vous auriez pu mettre à l'avance, quoi, et mieux tester. Ouais, Mais- surtout qu'on est plus en période Covid, hein. Mais surtout que maintenant que ces informations deviennent beaucoup plus connues et publiques, ça peut être tenu contre eux, maintenant, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, Ça, c'était c'est direct. oui, il y a eu des problèmes, on corrige ça. Bah, maintenant, ils peuvent plus dire on va corriger ça parce qu'ils étaient déjà censés l'avoir réglé. Voilà. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Malheureusement, bah, la grève s'est terminée hein, et ils sont à nouveau au boulot. Et puis, on va voir le résultat, sachant que je crois pas qu'on sache sur quoi ils bossent actuellement d'ailleurs. Ils ont déjà annoncé un prochain Fallout ? Je crois pas. Hein. J'ai pas maintenant que j'y pense, je sais pas sur quoi bosse Bethesda actuellement. Aucune idée. Honnêtement, je ne sais pas du tout où ils en sont là à l'heure actuelle. Peut-être Oh. qu'ils travaillent encore sur Fallout 76. Oui, il y a Fallout Perdre leur 76, temps, hein. effectivement. Il y a ça et des mises à jour pour Starfield. Mais maintenant qu'ils ont Il y en a sorti... encore qui sont dessus encore? Ils ont rien sorti cette année ? Non, ils ont rien sorti. Ou alors de leur boîte tierce, mais ouais, non, ils ont rien sorti, hein. Maintenant que je veux le site, ils ont sorti 2024 les remasters de Doom et Doom 2. Ils ont sorti ils ont sorti l'Indiana Jones à la con. Oui. Enfin, qui va sortir, pardon, en décembre. Mm. Et puis il y a Elder Scrolls Castle qui est sorti sur mobile le 10 septembre. Mais jusqu'au 10 septembre, il n'y a pas eu un seul nouveau jeu cette année. C'est fou. Ils sont concentrés sur Starfield. Ils ont sorti Hi-Fi Rush sur PS5 cette année et ça s'est arrêté là, quoi. Catastrophe. Enfin bon. Bon courage et salut Tom. Voilà. Pas plus de détails. On va continuer en tout cas avec The Onion qui rachète Infowars. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on parle d'un site de désinformation qui rachète un site de désinformation. Sauf que Ouais, style Gorafi, ouais. sauf que un, c'est justement pour rire et l'autre, c'est un vrai site de désinformation. Un, c'est de satire et l'autre, Mais ça, dis donc, Cody, c'est quoi The Onion? Donc, The Onion, comme disait Light, on s'entreparlait, c'est le Gorafi, mais original. Donc, en gros, c'est un site qui écrit, si possible, le plus sérieusement. Enfin, il a l'air sérieux quand tu le lis, mais c'est de l'humour et c'est de la satire. Donc, en gros, ils prennent une activité qui est réelle et ils ajoutent genre des commentaires d'un personnage fictif qui commente sur l'actualité. Et puis, tu vois, par exemple, un gars un peu je sais pas, qui a pris trop de coke et qui répond à un truc.
où je sais plus. Attends, si je dois retrouver maintenant sur le site, il y avait une actualité qui était vraie dans le titre, mais après il marquait les commentaires de que pensait telle personne, et c'était un personnage fictif sorti de leur imagination, quoi. Mais il y a ça, ou il y a des articles qui, depuis le début, sont juste totalement stupides. Genre, il y a un article qui s'appelle « Les orgasmes, c'est plutôt cool ». Avec juste une photo d'un Je vois le gars, truc, ouais. un gars à moitié à poil en photo, et c'est tout. Il y a juste ça. Donc ça peut être des trucs totalement Je vois stupides, le truc. shitpost. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Infowars, donc, qui est un site d'actualité, comment décrire ça proprement et juste, de désinformation d'extrême droite, qui est aussi très raciste et antisémite et Complotiste, voilà, complotiste, anti-vax, c'est ce que je cherchais. Ils sont complotistes et qui d'ailleurs essayent juste d'être financés par un seul gars d'ailleurs, qui s'appelle Alex Jones, qui utilise d'ailleurs ce site et plus d'une centaine de domaines. Comme quoi, et le gars a vraiment cherché loin à tenter de manipuler l'information s'il le faut. Il essaie aussi de vendre des suppléments alimentaires comme élément de vente. Donc quand il y a eu le Covid, il a dit que son truc aidait contre le Covid. Évidemment, mensonge, mais voilà, les gens ont gobé et ont acheté sa merde. Mais ce qui s'est passé, c'est que après est-ce que je peux dire ça sur Twitch et YouTube? Je crois. Après, ce qui s'est passé à Sandy... J'ai oublié le nom. Sandy Hills, parce qu'il y a eu un... Je sais plus le nom non plus. Sandy Hook, voilà, merci. Ouais, Sandy Hook, la parce qu'il y a eu un fusillade, ouais. massacre qui est survenu à l'école maternelle de Sandy Hook à Newton en 2012. Ça date quand même. Où il y a eu 26 morts, dont 20 enfants. Et ce qui s'est passé, c'est que... là, je prends l'article de Le Monde. Alex Jones a en effet été condamné par la justice américaine à verser 1,5 milliard de dollars, soit 1,4 milliard d'euros, à ses familles pour avoir affirmé que l'attaque était une mise en scène. Parce que pour lui, avec ses trucs complotistes, il voulait faire passer le message que c'est une mise en scène pour réduire nos lois et retirer Ouais, le nos port armes. d'armes, ouais. Voilà, c'était lié avec le port d'armes. Et du coup, les familles ont attaqué et Alex Jones est parti en faillite. Enfin, en tout cas, Infowars. Et ce qui est, du coup, est en faillite, il y a eu liquidation. Et dans la liquidation, il y a le site ainsi que tous les réseaux sociaux qui appartiennent à Infowars. Et The Onion, en collaboration avec les familles des victimes, essaie de reprendre et de donner ça à The Onion pour en faire un site satirique qui s'appellera Infowars et qui va se moquer justement des complotistes et des produits supplémentaires. Ça peut être marrant, ça, j'avoue. Ouais. Ouais, c'est surtout c'est quand j'ai vu passer la news, moi c'était donc sur Mastodon, j'ai regardé un coup, je me suis dit, ouais vas-y, non ça c'est encore un coup à la The Onion, c'est qu'ils ont inventé un truc et compagnie. Je la vois passer une deuxième fois, je dis, attends, 2 fois dans la même journée, la même connerie en provenance de personnes différentes. C'est ça. Attends, faut que j'aille vérifier quand même. Ce qui est marrant, c'est que le fondateur de The Onion, enfin pas le fondateur, l'actuel CEO, parce qu'actuellement ça a changé de main de 3 fois, mais le gars qui a repris maintenant a créé carrément une entreprise qui s'appelle Global Tetrahedron LLC. Ça a une signification à la con, c'est une référence à la con, justement en lien avec le satire et le fait qu'ils veulent prendre le contrôle de la planète. Ce qui colle pas mal avec l'histoire d'Infowars finalement. Mais le gars, c'est le gars qui gère Twilio, qu'on connaît peut-être en tant que développeur ici, parce que c'est eux qui font des API pour envoyer des messages, par exemple, des SMS et de la sécurité double notification. Et lui-même avait d'abord partagé un article du New York Times, donc c'est comme ça que j'ai su que c'était réel, avant de publier son propre article sur The Onion, qui s'appelle « Pourquoi j'ai acheté Infowars ?» Et évidemment, ce qu'il écrit dedans, c'est un petit peu juste pour se moquer, c'est un petit peu de la merde, mais il en parle que, voilà, il a effectivement racheté parce qu'il veut se moquer de ce genre de personnes qui suivaient ce genre de site. Donc imagine le gars qui est habitué à visiter Infowars, puis il arrive dessus, puis il y croit encore ce qui va être écrit, mais en fait c'est absolument faux, mais dans le sens où il se moque d'eux-mêmes, finalement. C'est parodique, ouais. Voilà, ça va devenir sa propre parodie, quoi. Par contre, voilà, il y a une petite astérisque parce que
quand on voit à la fin de l'article de Le Monde, publié sur X jeudi, Alex Jones a confirmé que le rachat tout en affirmant son intention de l'empêcher par la voie légale et a appelé les internautes à le suivre sur d'autres plateformes. Mais surtout, on a appris que un juge a décidé de mettre en pause pour l'instant, donc Christopher Lopez, pour s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art. Parce qu'il n'empêche, il y a quand même un problème avec ce rachat, c'est que ça passe d'une entreprise d'information, techniquement, même si c'est de la désinformation, enfin bref, d'un média à un autre, et du coup, il faut quand même faire des contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas eu des manipulations ou des trucs un peu étranges. Donc pour le juge, il dit, je comprends que ça vous énerve, mais je m'en fiche, qui c'est qui reprend, je veux juste que ça soit fait proprement. Voilà. Donc là, ça va juste passer via des formulaires et des promesses que l'un doit faire à l'autre. Mais ce qu'on a surtout appris, c'est que du coup, les avocats d'Elon Musk sont arrivés pour dire qu'au passage, ils gardaient pour l'instant les comptes Twitter d'Alex Jones en main. Donc ça sent que Elon Musk essaie de garder Alex Jones sur sa plateforme, malgré qu'il a toujours lié son identité à Infowars. Enfin voilà. Il fallait que ce gars-là se mêle quelque part par ici. Mais voilà, en tout cas, n'allez pas sur le site d'Infowars pour l'instant, parce qu'il est toujours en ligne, et il se met toujours à jour, au passage, malgré la faillite. Il y a toujours des articles qui sont publiés dessus. Et effectivement, c'est de la fausse information, hein, comme d'habitude. Tac. D'ailleurs, Elon Musk a envoyé un tweet disant c'est un hoax, Onion n'a pas acheté Infowars. Il n'y a eu aucune enchère en cours et un juge fédéral est maintenant dessus. Bon, bah Elon Musk, il dit des conneries, hein, encore une fois, quoi. Parce qu'il y a eu une auction, enfin, il y a eu une enchère, quoi. Oh, Elon Musk qui dit des conneries. Oh, franchement, là, tu me surprends, là. J'entends. Bah non, je suis déjà sur ma chaise, merde. Ouais. Tu tombes Il de est ta chaise. pour la liberté totale la liberté d'expression totale, même si c'est pour dire des conneries et des mensonges. Oui, liberté d'expression tant qu'on parle pas des personnes cisgenres, qu'ils considèrent comme une insulte. Ouais, attends, liberté de son expression. Voilà, si on doit être plus juste. Et voilà. Mais bon. En tout cas, on va voir si ce juge fait son job et surtout qu'il n'y a techniquement rien de contraignant, hein, enfin, qui devrait empêcher le rachat. Parce que ça a été fait dans les règles de la mise en enchère. Ça va juste passer, mais bon, c'est juste que le gars, il est venu, il vient freiner un peu le truc, puis ça laisse du temps aux avocats de Musk. Donc je me demande si peut-être il n'y a pas une petite magouille passée sous la table à propos venant de Musk au passage. Mais bon, je ne serais pas surpris. Surtout vu la direction de ce pays. Voilà. En tout cas, j'attends le jour où Gorafi rachète CNews. On n'est pas loin. J'avoue, c'est l'équivalent. Hein. J'ai entendu penser à ça. Ou Europe 1. Hein, on va commencer par plus petit. Sachant qu'Europe 1 continue à monter d'ailleurs. C'est un peu étonnant dans les chiffres d'audience. Alors que RTL est en train de chuter. Ils sont fait dévancer par France Info. Voilà, pour faire une petite virgule. Et on va terminer cette émission. On va parler de Meta qui se prend... Enfin, maison mère de Facebook, hein, pour rappel, qui s'est pris une nouvelle petite amende de l'Union européenne, cette fois en lien avec Marketplace. Donc, si vous ne connaissez pas, hein, c'est comment on appellerait ça, les petites annonces publiées sur Facebook. Et ce qui se passe, c'est que y a beaucoup de choses qui sont mélangées entre votre compte profil Facebook personnel et Marketplace. Et qu'il y a un système un peu déloyal selon l'Union européenne. Donc j'ai pas regardé les détails. J'ai beaucoup de gens qui sont pas très d'accord avec l'Europe, que ce soit des gens qui sont pro, on va dire, ouverture des marchés et on va dire un peu moins pour Facebook en général. Mais pour beaucoup, le lien entre Facebook et Marketplace, c'était une bonne chose. Parce que si tu veux vendre sur Marketplace, tu dois mettre ton identité, tu as un score qui est attaché à ton profil. Et on va dire que les gens évitent moins de faire comme sur Le Bon Coin où ils mettent un truc à 0 balles puis que derrière ils te demandent des sous, quoi. Sur Facebook Marketplace, tu peux mettre une mauvaise note sur le gars et le gars l'aura tout le temps.
Donc ça aidait pour, on va dire, pour les ventes via Internet pour pas mal de gens. Sachant qu'aux États-Unis, Marketplace a fini par dévancer Craigslist, qui était un pionnier sur ce système. Mais voilà, pour lire le communiqué du coup publié par la Commission européenne, Meta a lié son service d'annonce publicitaire en ligne, Facebook Marketplace, à son réseau social personnel, Facebook, et a imposé des conditions commerciales déloyales à d'autres fournisseurs de services d'annonce publicitaire en ligne. Elle a cherché par là à conférer à son propre service, donc Facebook Marketplace, des avantages que d'autres fournisseurs de services d'annonce publicitaire en ligne ne peuvent pas égaler, affirme Margaret Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de la concurrence de la Commission européenne. Et je me tourne vers vous. Où est le problème en fait? Parce que je comprends que Facebook a le contrôle du coup sur son propre service. Et les publicités, c'est les gens eux-mêmes qui mettent dessus. En quoi il y aura un problème de concurrence? Tout simplement, c'est que s'il y a un service concurrent, comme Facebook met immédiatement en avant le sien, en fait, les autres n'ont pas la voix au chapitre. C'est surtout ça qui a posé problème, je pense. C'est-à-dire que si je mets un truc sur Le Bon Coin et que je colle le lien Le Bon Coin sur mon Facebook, il apparaîtra moins? Non. Je sais pas, ça pour le coup. Mais en tout cas, il sera nettement moins visible que ce qui est directement proposé. C'est parce que c'était vraiment en mode, tu allais sur Facebook, hop là, tu avais le lien pour les petites annonces qui étaient juste à côté, enfin toujours mis en avant et très facile d'accès. Qui a un peu dérangé pour Ah ouais, ça met toujours en avant, ok. Par rapport à si tu envoies le lien ou c'est caché dans le flux. Voilà. Ok, ouais, peut-être. Je sais pas, je trouve ça... Je comprends le sens déloyal, mais je veux dire, c'est comme se plaindre que Messenger est lié à Facebook, quoi. C'est que oui, c'est le service, hein, c'est là. Si j'utilise, je sais pas, Gmail, c'est totalement normal que Google Chat est dans le coin, quoi. Je sais pas, j'ai un peu du mal à vraiment suivre l'Union européenne ici. Je comprends l'argument maintenant, mais après, ok, elle dit il y a surtout le fait que les utilisateurs Facebook peuvent choisir d'interagir ou non avec Marketplace et beaucoup ne le font pas. Ouais, c'est le problème de l'utilisateur du coup. Que j'ai décidé de ne pas désactiver l'option, je sais pas. J'ai du mal à comprendre, voilà. Évidemment, Meta a fait appel, hein, comme d'habitude. Mais voilà, 798 millions d'euros en plus à ajouter dans l'ardoise. Je sais plus si on a un total qui a été enregistré quelque part. Meta, total des amendes. Alors, qu'est-ce qu'il écrit la Commission européenne? Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont ouvert une procédure déjà depuis juin 2021. Et en décembre 2022, la Commission a envoyé à Meta une communication des griffes, à laquelle ce dernier a répondu en juin 2023. Ouais. Putain, les trucs, on prenne d'une année à l'autre, quoi, pour avancer. Mais ils n'ont pas publié le total de toutes les amendes. Ce sera une chose intéressante à suivre. Bruxelles inflige, la tribune... Parce qu'en janvier 2023, ils ont reçu 2 amendes de 390 millions d'euros. On les compte plus les amendes à force. Hein. Donc là, ils ont déjà dépassé le milliard, quoi. Le milliard. Ouais. À un moment donné, il faut sanctionner. Hein. Ça sert à ça, ces amendes, déjà. Après, Ouais. est-ce que tu veux faire comme voulaient faire les États-Unis, puis carrément bloquer un réseau social? Bon, maintenant, on sait qu'avec Trump, il y a de moins de chances. Parce qu'il a dit lui-même que finalement, il revenait sur ça. Ouais, en plus, ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au départ, il était pour, puis maintenant, il dit en fait, non, parce que sinon, ça donne trop de pouvoir à Facebook. Waouh! Oui, Le gars, il a quand même 2 neurones. C'est pas mal. Ouais, il a dû surtout être conseiller en disant non, mais Facebook, c'est de gauche, donc il faut pas du tout. Peut-être. Il s'est sûrement fâché avec Facebook. Mais c'est une bonne chose de s'en rendre compte après. Mais je sais pas. On va voir quand c'est Surtout quand t'as Elon Musk et surtout quand t'as Elon Musk qui est aussi dans ton camp et dans le gouvernement, bon, t'as pas trop envie de. Ouais, mais après on a vu aussi au Canada, ils ont décidé de fermer les bureaux de TikTok sur le territoire, mais pas l'application pour l'instant.
ça peut venir dans une deuxième étape. Ils ont déjà Oui, c'est ce qu'il faudrait surtout. ils ont déjà interdit à l'entreprise d'être là, quoi. Mm. Bon. Mais enfin, voilà. En tout cas, tant qu'on les taxe encore un petit peu, moi, ça me fait plaisir. Oui, quand on dégonfle leur melon un petit peu là. De toute façon, c'est en perte de vitesse, hein, Facebook et Meta, donc. Ouais, je sais pas. On a vu maintenant avec l'exodus qui se passe avec Twitter. Blue Sky ont arrivé, je crois, à 15 millions d'utilisateurs actifs. Chose que Threads, voilà, donc l'équivalent Twitter mais par Meta, a eu en un mois. Donc ça me fait marrer, c'était l'article de The Verge qui dit Threads a eu en un mois tout un Blue Sky. Donc quand même, ça a l'air de marcher leur truc. Ils ont déjà annoncé que dès l'année prochaine, ils vont non seulement mettre des messages privés, bon, comme quoi c'est toujours un truc qui Ouais. vient en dernier chez eux, quoi. C'était pareil avec Instagram, Oui. mais C'est sûr. aussi la publicité, voilà. Donc, Comme toujours, il faut toujours. Hein. bah, il faut bien trouver un moyen d'avoir de l'argent, quoi. Ouais. Mais bon, ce qui est arrivé par contre avec cette période d'élection présidentielle, c'est que les gens qui cherchaient une alternative pour parler de politique, eh bien, ils n'avaient que Twitter en fait. Parce que sur Meta, sur les réseaux de Meta, que ce soit Instagram, Facebook ou Threads, bah, c'est réduit, c'est caché. Ils te boostent pas dans l'algorithme. Et vu que tous les flux sont par algorithme par défaut et que c'est compliqué à toujours basculer sur le chronologique, eh bien, il y avait peu de discussions de politique ou du moins, tu n'avais pas moyen de partager s'il fallait les informations de vote. Reddit, sinon. Il y avait encore Reddit à la limite, mais bon, il n'y a que les genoux qui sont sur Reddit hein, et quelques boutonneux. Donc on est boutonneux, c'est ce que je veux dire. Bref, Bravo le cliché. Hein. bravo. Mais après, il y avait aussi Blue Sky, mais Blue Sky est encore petit. Voilà. Et c'est que maintenant. Tu dis Paul sur 4chan. Voilà. Je suis tous les jours sur 4chan, mais je suis très loin de Paul. Pas plus proche que 3 km. Hein. Enfin, voilà. Ouais. C'était une catastrophe. En tout cas, je suis impatient de voir quand ça va venir maintenant le post-mortem, quand on va discuter de comment les médias et les réseaux sociaux ont traité cette élection présidentielle. Mais bon, après, reste à voir s'ils seront encore là une fois que Trump sera au pouvoir. Mais ça sera un sujet pour le studio. On a déjà survécu un premier mandat de Trump, donc bon. Ouais, mais On est Mais préparé. ça va être Hein. pire. ouais, mais Oui, bon, c'est sûr, ça va être pire, mais. c'est un premier mandat, puis maintenant il y va à fond parce que autant y aller coup pour le coup, quoi. Il n'y a pas de deuxième chance. Il a beaucoup de chances d'être mis en prison, sauf s'il s'autogracie, ce qui sera forcément le cas Oui, parce bon. qu'il a la possibilité. Enfin, voilà, De s'autogracier en se prononçant la troisième personne, hein, il en est capable. c'est ça. Aider tous les copains, bah, c'est ce qu'il est en train de faire hein, avec le Doge pour Musk. Mhm. Enfin bon. Non, mais c'est un mème ce truc. Il lui manquait juste un dé. On pourrait peut-être lui donner juste le dé quand même, là. Pour son Doge. D pour Je son l'appeler Doge. pour le nom de oui, pour le Dodge Viper, la marque de voiture. Non, la Ah. crypto. Ah, la crypto, Ouais, oui. Moi, ouais. je pensais que tu parlais de Dodge version la marque de voiture américaine. Ah non, il lui manque juste un dé Ouais, c'est ça. pour faire son Dodge. Dodged, ouais. Enfin bon, on va en tout cas se laisser ici. Éventuellement, on aura la semaine prochaine un Studio C. Malheureusement, il y a des empêchements à gauche et à droite, donc on essaie de s'arranger comme on peut. Ouais. Spécialisation américaine et retombée en plus. Ouais, bah maintenant, bon, ça nous permet d'avoir un peu plus de recul, parce que bah, après les élections, cool, on avait vu les résultats, mais maintenant on commence à voir le gouvernement en train d'être formé. Et là, Voilà, ça ouais. devient intéressant à effectivement revenir dessus. On va voir, parce qu'en plus, on a 2 mois avant que Musk soit vraiment au pouvoir. De toute façon, c'est lui qui va tirer les ficelles derrière, ça se trouve. Comme on a Attendrai discuté, je pense que c'est surtout quelqu'un d'autre qui va tirer les ficelles de Trump qui va tirer les ficelles. Enfin, voilà. On a vu commencer avec l'idée du projet 2025, surtout que pas mal de gens qui l'a déjà choisi sont des gens qui sont déjà pour ce projet. Donc, c'est bien placé déjà. Mhm. Mais enfin voilà, on va du coup se laisser ici pour ce soir. Donc rendez-vous si possible la semaine prochaine pour le Studio C. Hein. N'hésitez pas à nous suivre sur
que ce soit via les faits divers, Mastodon ou bien Blue Sky, on y est aussi. Et voilà. Puis d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée et passez une bonne semaine. Bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir.